Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Vision, le podcast produit par Ce Domicilier qui décrypte les parcours et les projets de celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Ce Domicilier, c'est la solution de domiciliation 100% en ligne qui simplifie la vie des entrepreneurs. Créer, transférer, domicilier votre entreprise en toute simplicité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah, plus connue sous le pseudonyme Power Ta Carrière. Salut Sarah. Bonjour Ambelline. Alors, je te présente brièvement, il y a tellement de choses à dire. Tu es une figure emblématique de l'empowerment féminin dans le monde professionnel. Tu es ingénieure motoriste de formation. Tu occupes aujourd'hui le poste de directrice de la stratégie dans une entreprise suédoise, du secteur automobile, toujours. Un domaine qui est très masculin. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça t'est venu, comment tu as créé tout ça ? Alors, par rapport à mon métier, j'ai toujours voulu travailler dans l'automobile. Moi, j'ai le problème inverse. Je ne comprends pas pourquoi les moteurs fascinent pas les gens. Il y a un truc qui explose, ça fait avancer une voiture. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, ça a explosé dans mon cerveau et je voulais absolument travailler avec ça. Okay. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivée là. La stratégie, c'est fait petit à petit, mais en tout cas, je voulais toujours travailler autour des moteurs et des voitures. Par rapport à Power Ta Carrière, c'est plutôt en fait une constatation. Au fur et à mesure que je gravissais les échelons dans mon entreprise et dans des milieux hyper masculins, j'ai un peu travaillé dans le maritime aussi, il n'y avait plus aucune femme autour de moi. Il n'y en a déjà pas beaucoup quand tu commences, mais là c'était vraiment désert, que des mecs costume bleu marine, costume gris, 50, 65 ans, plus ou moins de calvitie selon comment la nature les a C'est important arrangés. de le préciser. Ouais, parce que tout le monde il a en tête le gars en question, tu l'as rencontré. Et du coup, je voulais plus de gens différents, je voulais plus de gens qui me ressemblent, je voulais pas être toute seule. Et j'ai commencé en me disant que j'allais donner quelques conseils, expliquer les conneries que moi j'avais faites dans ma carrière pour que d'autres ne les fassent pas ou aillent en faire d'autres un peu plus loin. Et puis ça a vraiment beaucoup grandi. En 2020, donc, tu l'as créé, ce compte Instagram. C'est ça. Power Ta Carrière, donc, c'est une plateforme qui est dédiée à l'accompagnement des femmes dans leur parcours professionnel. Tu as quand même une communauté près de 200 000 abonnés. Absolument. C'est fou. Pour moi aussi, c'est fou. J'ai explosé en larmes quand j'ai eu les 100 000 abonnés parce que je n'ai jamais imaginé ça. Et en plus, c'est arrivé à un moment très très vite. Il y a en fait quelques réels qui sont devenus viraux et vraiment beaucoup de gens qui m'ont trouvé par ce biais-là. Donc, je m'y attendais tellement pas que j'ai explosé en larmes. Mais en l'occurrence, c'est assez énorme. Et ce qui me touche vraiment sincèrement, c'est l'impact que ça a, qui va au-delà de ce que j'imaginais. On ne sait jamais vraiment ce qu'on fait en fait. Et en l'occurrence, je pensais que j'aiderais quelques femmes à s'en sortir un peu mieux au travail et se sentir un peu moins seules. Je me retrouve avec des messages de personnes qui me disent que ça a changé leur vie, quoi. Ah ouais, carrément. Parce que justement, tu proposes des conseils, des formations, des outils pour aider les femmes à prendre confiance en elles, à surmonter le syndrome de l'imposteur aussi, on va y revenir tout à l'heure, et à naviguer dans le monde du travail avec assurance. Exactement. Ça, c'est ton réseau Power Ta Carrière. L'idée, c'est qu'en fait, le monde du travail, il est régi par des codes qu'on ne nous apprend jamais nulle part. Et tu peux les avoir acquis un peu, par culture, par socialisation. Si par exemple tes parents ils étaient cadres et qu'ils t'ont expliqué un certain nombre de choses, ou si tu as eu des gens qui autour de toi ont eux-mêmes galéré, donc ont pu te transmettre les codes en te disant attention, ça marche un peu mieux que ça. Mais est-ce que ça a été ton cas ? Pas du tout. Est-ce que tes parents étaient là-dedans, ils t'ont aiguillé ? Non, moi j'ai pris les murs successifs et c'est comme ça que j'ai appris et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'apprendre à d'autres. En fait, les codes du monde du travail pour un cadre, je les avais pas du tout. Je viens d'un milieu ouvrier. Donc moi j'avais comme code central et valeur centrale du monde du travail. Tu travailles dur, tu dis rien, tu fais pas de problème et ça va très bien se passer. Et ça ne se passe pas du tout comme ça pour les cadres. En plus, tu sais, nos parents, ils ont évidemment un décalage d'âge avec nous. Et en l'occurrence, moi, mon père, il a travaillé encore, donc il était conducteur d'engin dans les travaux publics. Et il bossait encore à l'époque où les boîtes, elles étaient hyper paternalistes. Tu vois, t'emmenais les gosses des employés à Noël pour les cours de ski. Les employés bossaient là-bas 35 ans. Ils recevaient la médaille. Chaque année, il y avait la fête de l'été. Les boîtes, elles ont vachement changé, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Tant mieux, heureusement. Ouais, mais du coup, tu as ce truc qu'en fait, il y a plus de mercato, tu changes de boîte. Et donc, si tu n'as pas compris ça et que tu arrives et que tu ne sais pas ces choses-là, tu vas juste beaucoup galérer le temps de les comprendre, quoi. Alors justement, tu parlais donc ce milieu très masculin dans lequel tu as évolué, celui de l'automobile. Comment tu as réussi à trouver ta place dans cet univers ?
Ben, la place, en fait, tu la trouves pas, elle s'ouvre pas devant toi, tu es obligé de la faire. Et en Tu la crées, ouais. plus tu es différent, plus tu vas la créer plus ou moins au pied de biche, quoi. En l'occurrence, moi, je suis vraiment une anomalie statistique dans mon milieu. Parce que je suis une femme, je suis jeune. J'ai plein de cheveux blancs, ça. Ça n'a rien à voir, je te rejoins là-dessus, t'inquiète pas. Mais j'ai 34 ans, pour ceux qui se disent, c'est quoi les mèches Et en fait, tu vois, je viens d'un milieu ouvrier, donc en fait, j'ai vraiment pas le profil type, c'est l'opposé. Je suis l'anomalie statistique totale à mon poste de directrice de la stratégie. Je suis d'ailleurs la plus jeune directrice de la stratégie, voilà, mécaniquement. Quelle fierté. Ouais, tu vois, ça m'est arrivé dessus. Hein, ça, c'est le truc où en fait j'ai choisi le poste, j'ai pas choisi l'intitulé un peu magique qu'elle arrive avec. Mais en l'occurrence, du coup, ça crée vraiment cette situation où il va falloir que à la fois tu comprennes les règles du jeu, comme on a dit, les codes, ce qui fonctionne, et en même temps, il va falloir les détourner, un peu les hacker pour faire passer quand même tes valeurs, ce qui compte pour toi, et faire ta place, et puis surtout tenir la porte ouverte aux autres. Moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui anime Power ta carrière aussi. Ça ne m'intéressait pas, en fait, d'arriver là-haut, de claquer la porte. Merci, c'est bon, c'est mon truc. Ouais, je suis arrivée à mes fins et puis basta. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as vraiment senti que tu devais prouver plus que les autres pour être prise au sérieux? Un moment, je sais pas, trois fois par jour, chaque jour de ma carrière, quoi. Un truc récent. Donc, je suis à la direction de la stratégie. Ce qui se pose, pour ceux qui nous suivent, s'ils ne sont pas très au fait des choses, qu'on attend de moi de donner la direction sur certaines choses. En l'occurrence, nos produits de moteurs thermiques, quelle nouvelle technologie on va développer. Dans le prochain moteur, qu'est-ce qu'on va mettre de ces anciennes technologies qu'on a déjà, tu vois, tout rangé sur l'étagère, lesquelles de boîtes on va sortir pour mettre dans le prochain. Sur quel produit, marché on va dresser le produit. Si c'est les États-Unis, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde en point de vue de la législation, qui change beaucoup en ce moment, la réglementation sur les émissions, ce genre de choses. Donc ça, tu vois, le directeur de la stratégie, il tient ce genre d'éléments ensemble pour ensuite faire une roadmap et dire on va faire ça, ensuite on va faire ça, ça on va pas le faire pour l'instant, ça on va le mettre de côté, etc. Ce genre de choses, c'est potentiellement questionné tout le temps. Et c'est d'autant plus questionné que tu n'as pas la tête du rôle. Quand je rentre dans une salle de réunion, des fois les gars ils regardent par-dessus mon épaule parce qu'ils attendent le moment où le directeur de la stratégie va rentrer. Sauf que c'est moi, vous n'aurez pas mieux les gars, c'est ici que ça se passe, quoi. Et te rit au nez, ça t'est déjà arrivé qu'on te rit au nez je sais pas, quand tu proposes quelque chose pour le boulot? Pas vraiment dans le sens rayonner, moquerie, etc. Mais ce que j'ai vu comme pattern dans ma vie pro en tant que femme, c'était vraiment au tout début de ma vie pro, j'avais des postes, tu vois, au bas de la hiérarchie et j'étais très jeune. Donc c'était le moment où j'étais le plus sexualisée et où les problèmes les plus importants que j'avais, c'était essentiellement des questions de harcèlement sexuel. Il y a un collègue d'une fois qui en fait est rentré dans une salle de réunion où j'étais, a fermé la porte, s'est mis entre moi et la porte et m'a fait des avances. Et je me suis sentie extrêmement en danger parce que je me suis dit, merde, si je dois sortir d'ici, il est devant la porte, tu vois. Donc ça, c'était plus la vibe des premières années. Et maintenant, tu vois que je suis à la fois à des postes clés un peu stratégiques d'exécutif, donc les gens ne peuvent pas juste faire autre chose que ce que je dis, décider par-dessus ma tête. Ils essayent, hein, et ça marche des fois. Mais ils ne peuvent pas juste en avoir rien à foutre de ce que je raconte. Et que par ailleurs, j'ai vieilli, donc peut-être que dans leur tête, je ne suis pas dans le market à fond anymore, tu vois. Et en fait, ça a plutôt tourné vers de l'hostilité. C'est-à-dire que quand ça ne se passe pas bien, c'est plutôt de l'hostilité même très marquée et frontale sur qui tu es toi pour me dire ça. Est-ce que tu as créé ton compte Instagram Power ta carrière suite à un déclic où tu t'es dit là, ras-le-bol, stop, j'en ai marre, je veux aider moi aussi les femmes Alors, plus qu'un déclic, ça a été un bilan pour moi. Parce qu'en fait, je l'ai créé dans la phase Covid. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi, je travaillais à ce moment-là dans le maritime. C'est ma petite pige de 2 ans dans le maritime au milieu. Et le maritime s'est entièrement arrêté au tout début du Covid. Donc vraiment, tous les bateaux étaient coincés au port. Slash, les mecs étaient coincés en mer, ce qui était plus vénère. Et parce qu'il y a un peu cette réputation, les marins transmettent des maladies, donc malheureusement c'est une population très maltraitée, stigmatisée aussi, les marins. Et du coup, nous on s'est retrouvés à plus avoir de taf, et donc on a été mis au chômage technique. Je bossais plus que 40% de mon temps. Et ça m'a... Alors après, ça s'est très vite rétabli, parce que comme tout le monde était assis chez lui en train de commander des trucs sur Amazon, on a bossé mais full time. Mais entre-temps, tu vois, il y avait ce truc que j'ai eu du temps pour faire le bilan et je me suis dit, putain, je kiffe ma vie, je kiffe ma carrière, je kiffe où j'en suis arrivée. J'étais directrice commerciale dans une start-up du maritime.
mais il n'y a pas de meufs, quoi. Et donc ce bilan-là, il m'a mené à me dire où est-ce que je peux m'engager pour que ça avance. Donc j'ai essayé de regarder un peu des assos, etc. Mais il n'y avait rien qui me paraissait avoir un impact direct et pragmatique. À la Donc fin, tu j'ai t'es fait dit, mon truc, quoi. on le crée et puis c'est parti. Et justement, comment t'expliquerais qu'il y a eu un tel écho, que ta communauté, elle est aussi vite grandie et que ce soit autant impactant pour les femmes? En fait, il y a peu de contenu français sur le sujet. Surtout quand moi j'ai commencé, tu vois, 2020, fin 2020, début Et 2021. c'était il n'y a pas si longtemps que ça pourtant, enfin Ouais. 5 ans, tu vois. Mais tu vois, il y avait peu de... Moi, je sais qu'un truc qui m'a beaucoup inspirée et aidée à l'époque où j'étais pas créatrice de contenu, mais où à l'opposé, j'étais consommatrice de contenu, c'était les contenus américains. En fait, tu avais beaucoup de femmes aux États-Unis qui parlaient de ces problématiques. Et du coup, tu te disais, je suis pas une folle, je suis pas toute seule dans ma tête, ça n'arrive pas qu'à moi. Tu vois, elles vulgarisaient des concepts comme le mansplaining, etc. C'était pas beaucoup arrivé jusqu'à nous. Et du coup, quand j'ai créé mon compte Instagram au tout début avec les posts carrés bleus et un peu de texte dessus et À la description l'ancienne. pour expliquer des trucs Ouais. à l'ancienne, bah, c'était pour vulgariser des choses comme ça en me disant tout le monde ne parle pas anglais, faut que le savoir il circule, quoi. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres créatrices formidables qui parlent aussi de ces questions-là, comme Lorraine par exemple. Mais quand moi je suis arrivée, le game il était très calme là-dessus. Lorraine Lévy, Lorraine Lévy. qu'on a reçue également dans ce podcast. Qu'est-ce que ça dit, selon toi, des besoins des femmes aujourd'hui dans le monde professionnel? En fait, on est arrivé à l'étape clé où vraiment plus aucune inégalité va être tolérée. Et je trouve que c'est une bonne chose en fait. L'égalité, c'est un concept qui est plein et entier. Tu ne peux pas avoir à moitié l'égalité, tu vois. Faut que ce soit plein, c'est 0 ou 100, quoi. Et en l'occurrence, on est de plus en plus intolérant vis-à-vis des inégalités. Et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est générationnel, mais pas que. Parce que tu vois, moi, pareil, une autre idée reçue, je me suis dit, je crée mon compte pour des meufs de mon âge, 35 ans. Et en fait, il y a des nanas de 25 ans qui me suivent et qui sortent d'école, comme il y a des femmes de 45 ans qui me disent, j'espère que c'est pas trop tard pour moi. Et je leur dis, bien sûr que non. Il y en a, tu vois, qui envoient leur mère sur le compte. Ouais. Donc, mais ça touche tout le monde. À partir du moment où je suis sûre que même tu dois avoir des hommes qui te suivent. J'ai 10% d'hommes qui me suivent, ouais. Oh, quand même. Ouais, quand même, ouais. Et surprenamment aussi, un certain nombre qui achètent mes formations. Par exemple, sur comment tu gères un entretien d'embauche sans que ça tourne à l'interrogatoire pour toi, comment tu te mets aussi en position de choisir, etc. Et ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui suivent. Et il y en a qui m'écrivent pour me dire, est-ce que ça me conviendrait? Et je leur dis, si t'es pas emmerdé par le fait que c'est entièrement genré au féminin, t'es le bienvenu. Bah ouais, c'est comme quand tu expliques, tu donnes même des conseils de comment négocier son salaire. Exactement. Ça, en soi, c'est pour les hommes et pour les femmes, non? Tout à fait, et je sais que même j'ai probablement là-dessus des dark figures, des infos que j'ai pas, parce que je sais qu'un certain nombre de femmes achètent la formation pour elles, puis foutent leur mari devant. Bah, c'est bien. C'est trop bien. Bah ouais, tout bénef. À quel moment tu as réalisé que ta présence en tant que femme, elle était presque une anomalie dans ce secteur? Alors avant même le secteur, parce que j'étais tellement passionnée par l'idée de devenir ingénieure en automobile que j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Et je te rappelle que comme je viens d'un milieu ouvrier, ça part pas gagnant-gagnant, tu vois. Donc, pour être certaine de devenir ingénieure, ce que j'avais choisi de faire, c'est de faire sciences de l'ingénieur au lycée. Comme spécialité, j'allais dire par rapport au bac S, mais les gens qui nous regardent, il n'y a plus de bac S. Mais... Ça n'existe plus. Donc tard à l'époque, quand il y avait le bac S, j'ai fait sciences de l'ingénieur. Scientifique, sciences de l'ingénieur, comme majeur, je ne crois pas qu'on dise ça en français, mais ouais, comme discipline principale. Et du coup, pour pousser le bouchon jusqu'au bout, pour être vraiment pointue sur la méca, j'ai pris une option usinage. Ah oui. Et donc la première fois que tu rentres sur un plateau industriel où il n'y a que des machines et où ils vont t'apprendre à faire du tournage et du fraisage, et qu'il n'y a pas une meuf, tu le sais que tu n'es pas normal. Parce que tu as les gars qui sont sur le plateau, tu sais, tu as le couloir comme ça, tu as les fenêtres et tu as les mecs qui viennent aux fenêtres pour te voir passer. Et toi, ton atelier, c'est le dernier là-bas. Oh ça, c'est déjà un bon moment pour te rendre compte que tu n'es pas tout à fait normal. Et tu t'es dit quoi? Je continue, tant pis? Et on ignore et peut-être un tout petit peu, je suis dans la merde, mais ça peut durer longtemps. Après, tu as l'air d'avoir quand même du caractère. Je pense que au début, peut-être qu'ils ne te connaissaient pas et au fur et à mesure, ils ont dit ah ouais, quand même, on va la laisser tranquille celle-là. Le pire, c'est qu'ils étaient hyper sympas. Il n'y a jamais de souci. Et mon prof a pris
un parti pris immédiat dès le début de tous nous appeler par nos noms de famille, comme ça, pas de distinction. Parfait. Moi, tout le monde est d'accord. Hyper efficace. Et en tant que femme leader, tu es une source d'inspiration, mais toi, qui t'inspire? Ah, moi aussi, ouais, il y a plein de femmes leaders qui m'inspirent. Alors, je ne suis pas systématiquement d'accord avec toutes leurs positions et je fangirl un peu jamais. Vraiment, c'est juste une personnalité, c'est-à-dire je ne suis pas fan d'une chanteuse. Je peux comprendre, rien, ouais. tu vois. Mais je trouve que ce que Christine Lagarde a été capable d'accomplir, sa position au FMI, etc., c'est quand même extrêmement intéressant, une autre entité. Et les femmes qui m'inspirent, c'est aussi celles qui, justement, ne claquent pas la porte. Tu vois, elle a toujours reconnu le fait que sa position était unique et que ça n'avait pas été facile et qu'il y avait encore des gens qui la faisaient chier, même en tant que directrice du FMI. Donc, je trouve ça honnête, transparent et inspirant. C'est cette dimension de partage et d'honnêteté face aux difficultés. Moi, le message qui me drive et que j'essaye de driver pour d'autres, c'est le truc de dire la vie est injuste, tu vas pas faire face qu'à des situations qui ont du sens. Des fois, ça va être éclaté au sol, pourquoi on veut pas de toi. Mais t'es pas non plus impuissante vis-à-vis de la situation. Tu peux changer. Tu peux y faire quelque chose. En face d'un mur, il y a toujours au moins 4 options pour le traverser. Tu passes au-dessus, tu passes en dessous, tu vas chercher une brèche plus loin, tu fais exploser le système. Mais tu vois, il y a toujours plusieurs options pour s'en tirer. Et c'est motivant. Si tu pouvais parler à la Sarah de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais en fait, c'est ce que je fais avec Power Ta Carrière presque tous les jours. Parler à la petite version de moi. Plus je vieillis, plus j'ai de la bienveillance pour mini-moi qui galérait sur plein de trucs. Et donc, tu vois, quand je donne des conseils en disant faut négocier dès ton premier salaire, sinon c'est là où se font les écarts. T'as le droit de dire non. Le travail, c'est pas toute ta vie, c'est normal de compter ses heures, sinon même ton taux horaire, il est dégueulasse. Ce genre de choses. Je le dis pour la petite Sarah qui a 21 ans, s'est cramée instantanément dans son premier boulot de chercheuse et a fait un burn-out au bout de 6 mois, tu vois. Mais c'est important. Et c'est quoi le retour des gens, justement, qui te suivent sur Power Ta Carrière? Pour certains, des fois, c'est j'aurais voulu savoir ça avant. Ouais. Est-ce que ça a marché, par exemple, pour les négos? Ah oui, oui. Beaucoup? Tu as beaucoup de retours? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Ça, c'est notre truc qui marche le mieux et sur lequel on a un maximum de retours parce qu'en plus, c'est une métrique immédiate. Bah ouais. Encore avant de rentrer ici, dans ce beau lieu où on est, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Et hop, 9,8%. Rah !» Et j'ai fait « Bien joué, très beau ça !» Pas mal. Donc, je suis très contente pour elle. On a régulièrement 12, 15, 25%. Notre record ultime chez Power Ta Carrière, c'est plus 77% en une seule négociation. 77? Ouais. Je veux bien savoir la boîte. Hein. Et alors, Je rigole. changement de poste, en l'occurrence, Ok. n'empêche que elle a quand même gagné 77% de plus instantanément. Ah ouais. Et ensuite, elle a continué à négocier. Et donc, cette femme m'écrit régulièrement pour me dire 10%, 3%, 5%. Et aussi pour me dire, en fait, si elle prend du recul, elle a doublé son salaire en 2 ans. C'est hallucinant. C'est qu'elle était vraiment... elle n'a pas réussi à négocier dès le début et elle était largement en dessous. C'était la combinaison des deux. Elle était très mal payée pour ce qu'elle faisait là où elle était. Et à l'opposé, elle a aussi maintenant, parce que je parle souvent de ça dans la négo, su maintenant, avec les règles du jeu, valoriser ce qu'elle faisait. Ce qui fait qu'en fait, elle se rend ses négociations de plus en plus faciles. Parce qu'elle gagne en expérience et que maintenant, pour elle, la négo, c'est un mardi, alors qu'au début, c'était terrifiant. Parce qu'elle sait valoriser ce qu'elle fait toute l'année. Donc du coup, quand elle arrive à la négo, les mecs savent qui elle est et ils ne peuvent pas juste esquiver le sujet. Et aussi parce que maintenant, elle passe pour une teigneuse. Donc si tu veux, les gars, ils veulent céder tout de suite juste pour ne pas se faire emmerder par cette meuf-là, quoi. Tant mieux. Parfait. On parlait du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Tu as été touchée par ce syndrome, toi? Oh mon Dieu, oui. Je parle que de choses qui m'ont affectée, honnêtement. Et comment on gère ça? Alors, moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 10 ans pour m'en sortir. C'est aussi pour ça que je veux donner des outils aujourd'hui à des femmes pour qu'elles ne mettent pas du tout autant de temps que moi. Parce que ça m'a fait rater plein d'opportunités, ça m'a gâché ma vie, simplement sur plein d'aspects. Tu t'es stressée, t'es malheureuse, t'es pas bien, t'es au bord du burn-out. Tu te remets en question tout le temps. Ouais, c'est ça. Un outil que je peux donner là tout de suite, les gens y repartent avec, ça marche souvent, très bien, c'est tu prends un épouvantail dans ta tête. L'épouvantail, c'est pour pour faire peur aux oiseaux dans un champ. Oui. Là, on va faire peur au syndrome de l'imposteur dans le champ de ton cerveau. Ton épouvantail, c'est le Jean Mich-Mich avec lequel tu travailles, ou tu as travaillé, ou qui fait partie de ta famille, qui se prend, mais pour Ramsès II, et qui fait jamais rien. Et donc, tu vois, tu peux trouver un archétype comme ça dans ta tête, et je vois que tu bouges la tête, donc tu as quelqu'un en tête. Et c'est comme ça, quand je fais des conférences, je vois toute la salle faire. Tout le monde, il en a un. Une fois, j'ai fait une conférence et il y a une dame qui m'a juste dit « Choisis lequel, j'en ai 3 ».
Je dis, Peu varie, importe, ouais, voilà. varie. Mais tu vois, moi, ça m'aide vraiment. Des fois, je vois des gens et je me dis, un peu le truc inverse, tu sais, je me dis, lui, il a réussi à faire ça? Oh, c'est bon, hein, on est à l'aise, on peut y aller. Hein. Mais c'est bien de réagir comme ça. Au moins, c'est comme ça que tu peux avancer aussi, toi, derrière, plus facilement. Ben, oui, parce qu'en fait, on se dit toujours, je suis une fraude et je suis pas à ma Mais place. ouais, Et la réalité, c'est que on idéalise vachement et on se compare toujours au meilleur. Et en plus, toujours. la comparaison, c'est un peu bâtard parce que tu vas prendre des petits morceaux de toi que tu vas comparer au meilleur chez quelqu'un d'autre. En ce moment, je fais du tennis, donc j'ai plein de rêves de tennis. Mais si tu veux le coup droit de Serena Williams, mais tu voudrais avoir le cardio de Simone Biles et tu veux avoir le charisme de Michelle Obama. Et c'est 3 personnes que tu as comparées à une personne. Donc c'est pas juste du tout. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, on a des forces, des faiblesses. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce truc de l'épouvantail, c'est parce que ça te permet de remettre à sa place. Il y a des gens meilleurs que toi et ils t'inspirent. Il y a des gens moins bons que toi et ils peuvent aussi t'inspirer dans le fait que, ouais, tu peux, surtout s'ils sont à un niveau hiérarchique ou quelque chose comme ça plus haut que toi, tu te dis, ouais, en fait, il n'y a pas que des légendes à ce niveau-là non plus, quoi. C'est quoi pour toi les premiers pas concrets pour reprendre confiance et arrêter de se saboter? Bah, alors, celui que je viens de citer, ça pourrait en être un. Ouais. Autre chose que je peux dire, c'est moi je pense que c'est hyper utile. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire, mais au début, c'était un exercice quotidien. Je tenais la liste de mes accomplissements. C'est quoi les trucs que tu as réussi à faire? Tu peux te poser le vendredi. Par jour? Ok. Alors moi, je le faisais par jour, mais tu vois, tu peux vraiment même te poser le vendredi à la fin de la semaine et te dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine, de quoi je suis fière. Et vraiment, des fois, tu peux être fier d'avoir survécu à la semaine parce que tes clients étaient relous et tes collègues étaient relous et tout le monde était relou et c'est compliqué. Et des fois, ça peut être, j'ai signé un contrat cette semaine, j'ai décroché la super interview, j'ai réussi à parler à telle personne avec qui j'avais envie de parler depuis longtemps, etc. Parce que quand tu fais cette liste des accomplissements, d'abord visuellement, au bout d'un mois, elle grandit. C'est compliqué de te dire que tu n'as jamais rien réussi dans ta vie devant une feuille de papier pleine. Oui. Et puis, tu t'entraînes à voir qu'en fait, tu n'es pas juste une succession de trucs un peu moyens, mais qu'en fait, il y a des moments où tu brilles. Donc, le moindre petit truc positif, il faudrait le noter. Et tu peux te le faire, poser comme limite de qu'est-ce qui passe la barre, ce qui passerait la barre pour une amie pour toi. Est-ce que tu féliciterais ton amie pour telle ou telle chose? Si c'est oui pour elle, c'est vrai oui que, pour toi. En général, on a tendance à être tellement méchant avec nous-mêmes. Alors qu'avec une amie, on dirait mais c'est super, bravo. Alors que nous-mêmes, non. Tu lui dirais pas, ouais, mais dans ton dossier, il y avait une coquille. Ouais. Tu lui dirais, bien joué le dossier de 150 pages. Tu vois. L'écologie aussi, c'est une valeur forte pour toi? C'est très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon premier boulot dans l'automobile, où en fait, je suis allée dans le maritime. C'est très bizarre parce que le maritime est un secteur encore plus polluant. Et je travaillais pour une start-up qui en fait dépolluait les moteurs des grands cargos et grands porte-conteneurs dans le maritime. Et c'était pour moi un peu même une façon de faire amende honorable. Parce que quand j'ai commencé comme motoriste, j'ai travaillé sur des très très gros moteurs de bateaux. Je travaillais pour une boîte de consulting et j'ai travaillé sur des moteurs de 94 mégawatts. Donc des trucs, tu vois, dans le cylindre, on tient debout, toi et moi, sans se toucher, quoi. Et en fait, j'ai travaillé sur ces trucs-là et j'étais jeune ingénieur. Pour moi, c'était fascinant, c'était trop cool et tout. Plus tard, quand j'ai vu qu'ils étaient en mer, qu'ils consommaient 140 tonnes de carburant par jour, je vivais le truc vachement moins bien, quoi. Et là, dans cette nouvelle boîte, c'est vachement différent. Dans cette nouvelle boîte, j'ai essayé vraiment d'utiliser mon influence pour appuyer nos stratégies sustainability. Parce que c'est aussi ça, tu vois, quand tu es exécutif, c'est aussi de faire en sorte que des gens qui sont peut-être dans un département moins regardé de l'entreprise, ils aient un relais, quoi. Quelqu'un qui va faire chier, qui va répéter. Donc autant que je répète à tout le monde, et alors ta nouvelle recrue, c'est une femme ou pas? Et tu as essayé au moins de faire un effort et que ce ne soit pas juste quelqu'un de Suède de l'Ouest, parce qu'on en a déjà 450 comme ça. Et je fais chier aussi sur des trucs de est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir vérifié la recyclability de tel truc et tel truc? C'est bien. Et ils s'y tiennent, ils y arrivent, ils sont contents. C'est comme le reste, ça râle. c'est une lutte. Ouais, j'imagine. C'est une lutte, mais on essaye de faire avancer les choses. Alors, tu cumules plusieurs rôles, stratège, entrepreneur, autrice aussi. Comment tu gères tout ça, toute cette charge? Alors déjà, je suis à 80% sur mon travail d'exécutive. C'est pour être absolument certaine d'avoir du temps pour pas avoir ta carrière à dédier. J'ai aussi un entrepreneuriat qui est peut-être un peu pirate, un peu bizarre.
Je sais, là, je viens de passer une matinée avec des entrepreneurs qui ont des stratégies, des plans, qui optimisent ci, ça, mi et tout. Moi, j'ai un truc beaucoup plus streamliné, quoi. Je vais à l'essentiel. C'est pas forcément le plus propre. Je connais pas le terme technique de ce que je fais. Je suis pas toujours sûre que ce que je fais. Est-ce que c'est grave? Non, ça, encore une fois, ça me met un tout petit peu en dehors du système, Ouais. mais pour le coup, ça fonctionne. On aide des milliers de femmes maintenant. Donc, c'est ce pragmatisme qui me drive dans tout. Et du coup, le pragmatisme, ça suppose qu'il y a des choses qui sautent. Je ne vais peut-être pas avoir la page Internet la plus streamline des Internets, tu vois. Mais est-ce que les gens t'en veulent? Non. Voilà, Et ils sont là pour le contenu. je pense qu'elles veulent les 10% de salaire de plus. Est-ce que tu arrives à dire stop parfois Sur quoi? dans ta vie en règle générale? Sur quelque chose où tu n'as pas envie d'y aller, où tu n'as pas... Admettons, je sais pas, là aujourd'hui tu dois publier sur Power Ta Carrière, tu n'as pas envie, tu dis stop. Ouais. J'ai beaucoup de choses préparées en avance, donc en l'occurrence ça c'est aussi une façon de ne pas être en train de faire les choses, mais je me réserve tout à fait le droit de refuser certaines choses. Justement, tu vois, c'est là où je te dis que j'ai peut-être un entrepreneuriat pirate. Pour quelqu'un qui a une boîte qui fait 6 chiffres, j'ai quand même pas mal de vacances et je vais au tennis et mon mec n'est pas entrepreneur, donc si on a décidé qu'on avait un date, on a un date ensemble, tu vois, le taf va pas passer avant ça. Tu te mets des limites? Je le perçois même pas comme ça. C'est plus le côté de me dire tout a sa place. Le travail aussi, il y en aura encore demain. Faut pas toujours être en train de courir le truc comme un sprint, alors que clairement c'est un marathon. Ça me vient peut-être de mon boulot salarié, tu vois. Je dis toujours comptez vos heures. J'ai pas envie de devenir la pire patronne du monde envers moi-même pour mon entrepreneuriat. Donc je m'applique ces bonnes méthodes. L'été c'est vacances. Les postes, il y a de grandes chances qu'ils soient préparés avant, / des recyclages. Et ce sera très bien comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu vis en Suède que tu as cette mentalité-là ou en France c'est exactement pareil? Je pense que je suis très influencée par ma culture suédoise acquise, parce que ça fait 13 ans que j'habite en Suède maintenant, donc je le sens en venant à Paris que je me suis très suédifiée. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit dans la ville. C'est beaucoup plus détente, on n'en fait pas trop. Ouais, en fait, tu as ce concept du logom qui est ni trop peu, ni trop. Et donc l'idée, c'est vraiment, il ne faut pas que tu laisses quoi que ce soit dans ta vie déborder sur tout le reste. Rien ne doit être dévorant et en même temps, tout a sa place. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la place pour les loisirs, il faut qu'il y ait de la place pour le travail, il faut de la place pour la famille, il faut de la place pour la nature, il faut de la place pour la ville. Et tu ne peux pas juste laisser un truc déborder sur les autres, tu vois. La nature ne peut pas envahir la ville et on aurait des chaussées défoncées. À l'opposé, tu ne peux pas juste bétonner des kilomètres carrés. Et tu penses qu'en France, là-dessus, on a un vrai retard? Tu penses que ça pourrait être accepté en France, ce mode de vie? Je pense que les gens le veulent. Quand je vois qu'une de mes dernières vidéos qui a le plus explosé, alors que pour moi c'était un contenu un peu c'est rigolo, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le faire. C'était quoi? C'était les 5 trucs que j'ai moi au travail en Suède et que t'as probablement pas en France, quoi. Les gens, ils étaient en mode... Ouais, c'était un peu ça. Allez, on rigole un coup et tout. Et sauf que les gens, ils étaient vachement plus intéressés par le sujet que ce que j'aurais cru, quoi. Et c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as de plus que nous? De par le fait de la loi, tu es obligé d'avoir une salle de sieste dès que tu as plus de 50 employés. Tu vois, où on peut s'étendre, genre tu as un coup de mal de tête, les mecs te disent va t'étendre un peu, vois si ça passe, sinon tu rentres chez toi, quoi. Tu as aussi un truc un peu typique qui est connu, c'est le fika. En fait, une fois par semaine, tu as quelqu'un de ton équipe, quand c'est son tour, c'est une liste, quoi, qui ramène un gâteau. Et donc, on se pose 30 minutes dans la salle de café ou 1 heure Convivialité, pour manger du gâteau et parler bien. d'autre chose que le travail, quoi. Comme ça, tu apprends à connaître les gens, c'est sympa. Des fois, ils ramènent une recette familiale. Des fois, c'est la boulangerie d'à côté chez eux qui fait un truc un peu chelou. Et du coup, c'est rigolo, quoi. Oh, purée, c'est bien quand même. Et ça se voit dans la vie de famille aussi. Tu vois, je sais qu'on en parle beaucoup de la Suède pour la parentalité. Mais en fait, tu as ce truc que c'est aussi probablement plus facile d'être un parent quand tu as du temps que tu peux consacrer à tes enfants et que c'est pas la course et que c'est pas le tunnel. T'es moins stressé aussi. Et que t'es moins stressé. Et en l'occurrence, en Suède, ça a toujours été le cas. Je parlais encore avec une power qui, pour le coup, vit en Suède, par contre, et qui me disait que quand elle a reçu son affectation en Suède, parce qu'elle a juste fait une mobilité interne dans son entreprise, quand on lui a dit qu'elle était prise pour le bureau suédois, elle a découvert en même temps qu'elle était enceinte. Truc qui terrifie toutes les femmes, malheureusement. Donc, au travail, elle a appelé le manager suédois qu'elle allait la recruter et chez qui elle devait arriver dans 6 mois pour lui dire
J'ai pas encore passé mes 3 mois de grossesse et je l'annonce très tôt, mais je pense que je vous le dois, quoi, de vous l'annoncer. Parce qu'on va avoir un problème. Et lui, il lui a dit, félicitations, c'est quoi le problème? Ça va pas avec le bébé. Qui réagit comme ça? Et elle lui a dit, le problème, c'est que quand je vais arriver dans 6 mois, je vais être à 8 mois, quoi. Il lui dit, on décale ton arrivée. Il lui a dit, ou sinon on l'avance et tu viens en Suède. Mais je comprends que tu veuilles peut-être garder ton docteur. Si tu veux garder ton docteur, on décale ton arrivée, comme ça, tu peux faire tout ton parcours médical en France. Ah, ça, c'est génial. Pas de problème, que des solutions. C'est ça, elle était en mode, fuck, c'est quoi le problème à ce gars-là? Et en fait, lui, il était en mode, il lui a dit, moi j'en ai 3. Les gens, ils les ont à un moment donné ou à un autre, quoi. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui a envie de réussir, mais qui doute de sa légitimité, ou même qui fait face à des comportements un peu rabaissants? Alors, les obstacles, ils vont déjà exister à l'extérieur. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils n'existent pas à l'intérieur. Donc, tu vois, là, tu as 2 parties dans ta question. Le doute sur la légitimité, c'est ton obstacle à l'intérieur. Et celui-là, il faut vraiment s'en débarrasser aussi rapidement que possible. Parce qu'il est certain que tu vas faire face, tu vois, à des obstacles extérieurs, des comportements qui ne sont pas convenables. Et quand on voit qu'il y a des MeToo dans absolument toutes les professions maintenant, on ne peut même plus se dire, oui, mais ça c'est une profession de femme, ça c'est une profession d'homme, c'est pour ça, toi t'es parti dans l'automobile, tu te mets dans la galère, tout ça. Non, c'est partout. Donc, les obstacles intérieurs, ils n'ont pas lieu d'être. On nous les a implantés, entre guillemets, par un modèle social qui nous incite vachement à être sur la modestie, la diminution de soi-même, se faire aussi petite que possible, etc. Ensuite, ça aide justement à affronter les obstacles extérieurs. C'est pour ça que souvent, on donne même des phrases toutes faites dans les contenus chez Power Ta Carrière, parce que l'idée, c'est tu peux dire merde à ton chef, à ton PDG et tout, si tu as la bonne formulation, ça passe. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on donne les bonnes formulations. Un truc typique. Ton chef débarque et il te dit « Ombeline, il faudrait absolument que tu me rendes cet article, par exemple, si tu écris dans la presse écrite. Je veux cet article pour demain. » Toi, tu as déjà toutes les autres tâches qui t'a filées, tu as déjà tout le reste que tu dois terminer, tu as tout ce que tu dois préparer, etc. Ça, là, c'est en train de tomber, mais pire qu'un cheveu sur la soupe. Et l'envie de base, c'est de rien dire. La deuxième envie de base, une fois que tu as dépassé le cap de rien dire, c'est de lui dire « Tu me casses les pieds, va te faire cuire un œuf sur la plancha. » Donc voilà. Et la 3e version, c'est ce que nous on propose, c'est la bonne formulation. Et en l'occurrence, tu peux lui dire « Ça ne rentrera pas dans mes tâches de la journée. Voici les priorités que j'ai prévues pour ma journée. Si tu penses que ça est plus important qu'une de ces tâches, alors tu me dis laquelle et je le remplacerai. » Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. En fait, je pense qu'on est tellement en colère sur le moment qu'on ne répond pas. Ou alors on s'emballe. Et c'est pour ça que nous, on propose les formulations toutes faites. Je sais de source sûre qu'il y a des powers qui les écrivent sur des post-it et qui les collent au fond d'un tiroir. Comme ça, quand il y a besoin, ça ressort. L'autre truc aussi, c'est que de toute façon, c'est pas un concours de punchline. Si tu dis rien sur le moment, tu peux toujours retourner voir ton chef au bout d'1 heure et lui dire « J'ai réfléchi, j'ai regardé dans le détail mon calendrier, ça passera pas pour demain. Est-ce que tu as un délai plus raisonnable à me proposer qui fonctionnera? Est-ce qu'il y a une de mes tâches que tu souhaites retirer pour que je fasse ça à la place? Ou est-ce que tu as des ressources supplémentaires à me donner? Parce que s'il peut te confier que la stagiaire te fait un brouillon, tu vois, ça peut peut-être s'arranger aussi comme ça. Ok. C'est pas mal ça. Hein. Est-ce que tu crois que la sororité dans le monde pro, elle est assez présente aujourd'hui? J'ai vu les deux. Et franchement, j'ai vu les deux chez les femmes et chez les hommes. Je pense qu'on focalise un peu trop, tu sais, sur le côté, les femmes s'arrachent le chignon, se crêpent la gueule ou dans l'autre sens, quoi. Sur l'idée de... Parce que, en fait, c'est aussi un mythe un peu du patriarcat. Tu vois, les femmes, elles sont méchantes entre elles s'entendent pas et tout. Si je ne dis pas que c'est pas vrai, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous regarder et qui vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Moi, ma chef a été une horrible connasse. » Il y en a de toute façon partout, dans tous les domaines, et voilà. Hein. Mais ce que je dis, c'est que j'ai aussi vu des mecs se crêper le chignon et s'arracher la gueule les uns avec les autres. Ils n'ont pas une solidarité qui est sans faille non plus. Quant à la solidarité féminine, j'ai vu les deux. J'ai vu des vice-présidentes dans les grands groupes où j'ai travaillé qui étaient les premières à te tendre la main, à te soutenir. Il y en a une, par exemple, quand on a découvert qu'il y avait des cas de harcèlement dans notre usine, il y a un homme qui lui a fait la remarque en lui disant « Mais toi, t'as aussi vécu ça ?» Je lui ai dit « Mais t'es un idiot ou quoi? Je suis la CFO du groupe. Évidemment que personne ne va jamais s'en prendre à moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai et qu'ils s'en prennent pas à d'autres femmes. »
Donc tu vois, elle a fait preuve de soutien énorme ce jour-là. À l'opposé, j'ai vu des femmes qui étaient très contentes de claquer la porte au nez et de dire les femmes se victimisent beaucoup trop, c'est une histoire de bonne volonté, si tu veux, tu peux. Ouais, c'est des deux côtés. Hein. C'est des deux côtés. Comment tu t'es retrouvée en Suède? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça fait 13 ans donc, que tu habites là-bas. Pourquoi du jour au lendemain, tu es partie? Alors, le truc, c'est que j'ai fait 1 an d'études quand même à Chalmers avant ça. Okay. Moi, comme je disais, j'ai un diplôme d'ingénieur issu de l'INSA de Lyon en mécanique. Et j'ai fait ma 4e année dans une université technique très connue en Suède qui s'appelle Chalmers et qui est à Göteborg. J'ai fait le programme automobile là-bas. Et du coup, j'étais extrêmement contente du style de vie, comme on disait, hein, le campus dans la nature, l'autonomie des étudiants, t'es acteur de la construction de ton programme, l'équilibre vie pro, vie perso qui était déjà présent là. En France, on avait des cours en permanence et des projets et des examens à réviser en même temps, etc. Je profite moins. Ensuite, tu avais ce truc que, tu vois, quand tu as un temps de projet sur ton cours, bah, le temps de cours est banalisé, le temps que tu mènes ton projet, par exemple. C'est mieux ça. Je pense que les enfants, les élèves, ils préféreraient, non? En fait, tout le monde préfère. Les étudiants préfèrent, les profs préfèrent, les enfants en bas âge, ils n'ont pas des devoirs quand ils rentrent à la maison, bah, c'est sympa aussi. En fait, tu vois, tu as ce truc pour tout le monde, un peu de ton temps de cours, il est là et tu n'emmènes pas du devoir à la maison. Je me demande à quel point le fait qu'on ait des devoirs à la maison en France nous formate pas un peu à ramener le travail à la maison plus tard quand on est adulte. Tu crois? C'est une question que je de continuer de travailler à la maison? Ouais, c'est pas faux. Comme on a l'habitude, tu sais, tu rentres et tu refais. Tu vois, je vois ma nièce, elle a 11 ans, elle fait 1 heure de devoir, tu vois. Et bah, tu te dis, est-ce que ça te conditionne pas un peu plus tard pour te dire, oh, je fais 1 heure de mail à la maison? Parce que j'ai pas eu le temps de terminer les mails, bon, peut-être. Si tu pouvais réécrire une règle du monde professionnel, ce serait quoi? Tu choisirais quoi? Oh, c'est une bonne question. Je vais mettre une petite seconde de réflexion là-dessus quand même. J'avoue qu'il doit y en avoir pas mal. Ouais, je pense que idéalement, en fait, mais c'est une énorme balle, hein, idéalement, ce serait bien que la méritocratie, ça soit vrai. En fait, t'aimerais que ceux qui soient les mieux adaptés pour un poste soient en charge de ce poste. T'aimerais que ceux qui soient les plus méritants obtiennent le plus gros des salaires. On aimerait probablement que celui qui cheffe le mieux soit le chef. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui fait le mieux la tâche, c'est celui qui cheffe le mieux, tu vois. Le leader, il est là pour remotiver les troupes. Voilà, et donner une direction, et distribuer, et déléguer, et comprendre qui fait quoi, et mettre en lien. Et tu aimerais que ce soit celui qui est le mieux à ça, qui soit chef, etc. Et c'est vraiment pas le cas pour le coup. C'est le plus gros des mythes, probablement. Parce qu'en fait, celui qui a le plus gros des salaires, bah, c'est surtout celui qui sait le négocier et qui sait se mettre en valeur. Celui qui obtient la promotion, c'est celui dont on sait ce qu'il fait comme travail, donc surtout celui qui sait parler de lui et se mettre en valeur. Le faire savoir est plus important que le savoir-faire, tu vois. Et donc, t'as pas un truc qui est spécialement méritocratique de ce point de vue-là, quoi. De quoi tu rêves aujourd'hui pour power ta carrière? J'aimerais vraiment beaucoup que toutes les femmes qui ont besoin de nous trouvent. Je le prends presque comme un échec personnel à chaque fois que quelqu'un me dit « J'aurais aimé savoir ça avant, j'ai fait un burn-out il y a 6 mois et je suis en train de m'en remettre. » Et je me dis « Merde, on est 6 mois en retard, tu vois, au moins quoi, sur le dossier. » Donc j'aimerais vraiment que plus de femmes trouvent Power ta carrière. Et idéalement, rêve ultime, c'est j'aimerais que ça disparaisse. En fait, c'est très bizarre, mais je le disais au gala Forbes parce que j'ai été sélectionnée du coup comme une des 40 femmes Forbes France l'an dernier. Oh waouh! Merci beaucoup. Et au gala, on nous a donné 2 minutes pour parler et j'ai dit ce truc très bizarre qui a fait rire la salle, qui est de dire, mais moi en fait, je travaille à la disparition de ma propre entreprise. Et de ce gala, et de ces événements, etc. Parce qu'en fait, je travaille dans la direction de si on atteint l'égalité, ben on n'a plus besoin de distinguer les 40 femmes de l'année, et puis avoir ta carrière, ça sert à rien, et puis on fait dégager tout ça, et j'irai faire, je sais pas, du tennis encore plus, quoi. T'adores le tennis? C'est ma nouvelle grosse passion suite à Roland Garros. J'ai 0 niveau en plus, donc si tu veux, c'est vraiment, j'ai 10 ans devant moi pour commencer à pouvoir taper à peu près correctement la balle. Et tu fais des pubs justement, plus de publicité pour promouvoir ta page Power, ta carrière ou... Je me suis pas lancée du tout dans tout ce qui est... C'est du bouche à oreille? C'est du bouche à oreille, c'est l'algorithme des réseaux sociaux, c'est l'opportunité de parler dans des endroits, des podcasts comme le tien. C'est la possibilité en fait de faire entendre à différents endroits cette voix-là. Les ads, ce serait très bien. Les prix, comme je parlais, la Forbes, ce genre de visibilité, c'est important aussi pour moi. Ah bah ouais. Est-ce que je te proposerais pas un petit jeu?
Oh oui, Alors, je te donne des termes suédois et tu dois me donner leur définition. ça marche. Fika, donc t'en parlais tout à l'heure. La pause café en général et en particulier le moment de la semaine où on fait une pause café d'équipe. La gomme. Alors, c'est le logom dont je te parlais tout à l'heure. Logom. Ouais. Alors, les prononciations, il va Pas falloir me mal. reprendre. Hein. Ni trop peu, ni trop. En fait, au début, c'est un terme viking, c'est quand tu as la chope de bière ou d'hydromel, il faut que tu boives assez pour étancher ta soif, mais suffisamment pour qu'il en reste, que Pour les tout le autres. monde puisse boire dans la chope. Jantelagen. Jantelagen a un concept hyper intéressant. Personne n'est au-dessus des autres. Personne n'est meilleur que l'autre, sauf le roi. Mais en fait, tout le monde se vaut. Et c'est hyper intéressant comme concept parce que, ça appelle à l'humilité. Tu peux pas te vanter, tu peux pas te la raconter. En gros, il y a le roi, la reine, le prince, le prince et les deux princesses et Zlatan qui se la racontent dans tout le pays. Voilà, c'est le roi du foot, il peut. Mais sinon, les autres la jouent très profil bas. L'autre truc aussi, c'est que tu peux parler du coup à tout le monde puisque personne n'est au-dessus des autres. Tu peux alpaguer ton député dans la rue pour lui dire que t'es pas content. Puisque personne n'est au-dessus des autres, parler à ton PDG est complètement une option. Tu peux envoyer un mail pour lui dire ce que tu penses de... Il n'y a pas de relation. hiérarchie. C'est aussi plat que ça puisse Ouais. être. C'est pas complètement plat, Oui. mais c'est aussi plat que ça puisse être. Ça fait une grosse différence avec la France pour le coup. Ah bah rien à voir même. Arbetsglädje. Tu Ouais, je te montre. Allez. Ah oui, Arbetsglädje. Ah, j'étais pas loin. T'étais Ouais. pas loin du tout. Surtout que pour ceux qui nous regardent, c'est DJ, donc c'est chiant à prononcer. DJ. Comment tu l'as prononcé? Dire. DJ. Parce que le JE, ça fait IA. Donc, Arbetsglädje, c'est la joie au travail. Donc, c'est le moment où, ah putain, un truc qui m'est arrivé. Tu vois, moi, j'ai eu mon moment de what the fuck, comme ma power avec son enfant. C'est quand mon chef m'a dit, moi, ce qui compte pour moi, Sarah, c'est que tu sois heureuse. En entretien comme Ça fait personnel. plaisir. Hein. Ouais, alors ça fait plaisir quand tu l'as compris. Sur le moment même, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me demander. Ouais, tu as l'impression qu'il est méchant et qu'il a quelque chose contre toi, alors qu'il est juste bienveillant. C'est ça, après tu te calmes et tu te rends compte que c'est normal, mais au début tu te dis, mais pourquoi il me dit ça, qu'est-ce qu'il a lui? Et en fait, le mec était sincère, il m'a dit, ce qui est important pour moi, c'est que tu sois heureuse. Tu l'es? Oui. Consensus. Ah bah ça, c'est la base de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que du coup, ça rend fou un certain nombre de personnes parce que ça peut prendre 3, 4, 5 meetings pour décider quelque chose. Parce qu'il faut que tout le monde ait pu donner son point de vue. Il faut que tout le monde ait pu se sentir entendu. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir la décision que tu veux, mais à minima, on ne va pas juste te passer au-dessus de la tête. Sauténace. Je ne l'ai pas. C'est un meuble Ikea. Alors c'est marrant parce que les meubles Ikea, en plus, c'est souvent des noms de lieux ou des trucs comme ça. Ça doit être une ville que je connais pas. Sauténace. Bah écoute, on regardera, je ne sais pas du tout. Ton prochain achat, Ombeline Bah écoute, franchement, je le trouve plutôt pas mal comme canapé, non? Moi, je trouve Jaune, ouais, il a la pêche, celui-là. Ouais, il est gai. On inverse les règles. Je te donne la définition et tu me donnes le mot. Ça marche. Les congés payés annuels, terme plus largement employé pour désigner la période de vacances d'été, souvent longue. Semestre. Ouais, Ouais. bravo. Alors, il y a un truc bonus avec ça en plus. On est payé plus sur nos congés payés qu'on est payé sur un jour travaillé. Mais c'est génial ça. Bah, en fait, c'est même une politique économique. Si t'es payé plus, tu Mais- sors au restaurant, t'emmènes tes gosses manger des glaces, le pognon il est pris en TVA, ça circule, C'est ça génial. revient à l'État. Temps informel passé après la journée du travail pour se détendre avec ses collègues autour d'un verre ou d'un repas léger. Mustard? Non? Qu'est-ce que c'est? Non. Bon, c'est un peu comme en anglais after work. AW, vous dites? Ah oui, ouais, non, je l'ai pas. C'est l'occasion de renforcer les liens hors du cadre strictement professionnel. Ah oui, les after... Oui, oui. Alors, les after work, ouais, c'est un truc qui est assez typique. Moi, j'en fais peu parce que, bon, Ah ouais Power Ta Carrière, et donc, quand Oui. même, il faut que j'aille bosser à un moment donné sur Power Ta Carrière. Mais un des cas classiques aussi, c'est que souvent, les bars font des espèces de tables un peu buffet, un peu tapas. Et donc, tu payes ta boisson, mais tu peux grignoter. Trop bien. En équipe. Et tu parles pas de boulot. Non. Journée sans réunion. Certaines entreprises réservent des journées entières sans réunion pour permettre aux collaborateurs de se concentrer sur le travail. Ah, mötet dag. Mötesfridag. Mötesfridag. Ah, mötesfridag. Mötesledig dag. Ouais, c'est ça. Grand classique chez Volvo. Les managers pètent des câbles parce que quand même ils aiment bien les meetings pour le consensus. Mais c'est une semaine complète même chez Volvo, toutes les 12 semaines je crois.
Un petit dernier, esprit d'équipe, valorisation forte du collectif et de la coopération, où chacun contribue et partage ses compétences pour atteindre des objectifs communs. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, mais oui, c'est un concept qui est central, ouais. Comment tu... Team Kansla. Team Shensla. Voilà. Ouais, c'est ça. Shensla, c'est les sentiments. Ça te parle, ça aussi? Ouais, tout à fait. Du coup, c'est le coup de ça manque un peu de Team Shensla et il faut qu'on prépare notre prochain trimestre. On va aller 2 jours dans un hôtel spa pour faire toute la journée, tu vois, on prépare ensemble et tout. Mais le soir, on fait un peu spa, on fait un peu manger ensemble. Il y en a un qui part courir autour du lac parce que tu as toujours des mecs qui courent. C'est pas mon truc. Le chelou là-bas, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est ma collègue Jenny et un autre collègue. Ah ouais. Ils ont les baskets, ils partent courir autour du lac. Après, ils font un plouf dans le lac. Voilà. On délocalise un peu ce genre de journée de travail pour avoir un cadre un peu sympa et du coup, on sera plus proche aussi. Et le mot de la fin, alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Que ça continue à prospérer, qu'on puisse vraiment aider toutes les femmes qui se sentent seules aujourd'hui, à minima de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a de l'aide qui arrive, qu'il y a des solutions pour elles, qu'elles ne sont pas impuissantes. Et c'est vraiment ça qui compte pour moi. Dernière petite question, tu réponds vraiment à tous tes DM sur les réseaux? Tous. Ouais, je sais. Et ça, je reçois régulièrement le message de « je croyais pas que j'aurais une réponse ». J'imagine, parce qu'en fait, tu dois en avoir tellement que... Parce que ça aussi, au-delà de ton travail, Insta, vraiment tes publications, etc., plus répondre à tous les messages. Ça peut prendre jusqu'à 1 semaine, mais ouais. Pour moi, c'est trop important. Il y a des personnes qui ont eu la politesse et la gentillesse de m'écrire ou des fois la difficulté, quoi, quelque chose qu'elles ne savaient pas où... Tu vois, ça, c'est un autre truc que je n'avais pas prévu, mais en fait, des fois, les personnes ne savent pas où s'adresser. Et du coup, elles m'écrivent à moi, et c'est des histoires difficiles. Je ne pensais pas que j'aurais à gérer des cas d'agression sexuelle et de viol au travail, quoi. Et en fait, je fais de mon mieux, je les renvoie vers les bonnes ressources, etc. Mais je ne peux clairement pas les laisser en vue ou paumer quelque part dans les DM, quoi. Oui, et en même temps, tu peux pas... Enfin, c'est un peu touchy, quoi. Tu peux pas non plus leur donner... tu vois, leur dire quoi faire. Le classique dans ce cas-là, c'est de savoir où est-ce que ton incompétence elle est, la ligne, et de dire, en fait, c'est hyper important que tu appelles tel numéro, ils vont savoir comment t'aider. C'est important que tu ailles en parler à quelqu'un. Pour aller mieux, puisque si tu souhaites m'en parler à moi, ça veut dire que tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, etc. Donc je renvoie vers des ressources de gens qui, pour le coup, sont vraiment là pour ça, mais qui sont des fois pas suffisamment connus. Tu vois, il n'y a pas longtemps, juste comme ça, dans une story, j'ai décidé de rappeler le numéro auquel les femmes peuvent s'adresser si elles sont victimes de violences intrafamiliales. Et il y a un certain nombre de femmes qui m'ont écrit pour me dire c'est bien que tu fasses ce genre de truc de temps en temps. Parce que moi, à l'époque, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas qu'il y avait un numéro et j'ai mis du temps à le savoir, quoi. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à Sarah, elle répond à toutes vos questions. Merci, Sarah. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission produite par Ce Domicilié. Si vous aussi, vous souhaitez, comme Sarah, vous lancer, Ce Domicilié vous accompagne dans la création, le transfert et la domiciliation de votre entreprise. Et que vous soyez client ou non, il propose également une assistance juridique. À bientôt. Bye.